Martin Kobler chez Malou Malou. Les Nations Unies sont prêtes à soutenir le processus électoral et toutes les portes sont ouvertes à cet effet. La semaine qui s'achève a été marquée par le rapport de la signature du document final de Kampala entre le gouvernement de la RDC et le M23. Antenne A, le journal Sylvie Mboula. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition dominicale sur Antenne A. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce soir. L'ancienne représentante spéciale adjointe de l'ONU en RDC, qui est actuellement la représentante spéciale de l'ONU en charge des enfants en zone des conflits armés, Madame Leila Degouri, est arrivée dimanche à Kinshasa. C'est dimanche à Kinshasa pour un séjour de 3 jours. Elle va d'abord s'entretenir avec les autorités congolaises avant de se rendre à Goma pour s'enquérir de la situation des enfants dans cette partie de la République. Ce sera aussi l'occasion pour elle de célébrer avec les Congolais la journée internationale des enfants en zone des conflits armés le mercredi 20 novembre 2013. Et puis, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Martin Kobler, a conféré hier samedi avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, l'abbé Apollinaire Malou Malou. Ils ont abordé les volets du processus électoral en 2013, dont la feuille de route 2013-2016, ainsi que les pourparlers de Kampala. C'est un reportage d'Éric Izami et David Tembini. Martin Kobler a sillonné toutes les institutions et samedi 16 novembre, il a insisté sur le soutien des Nations Unies au processus électoral RD congolais. Pour lui et au nom de la communauté internationale, toutes les portes sont ouvertes à l'équipe de M. l'abbé Malou Malou. Et je m'excuse d'être ici si tard parce que la promotion des élections et le déroulement des élections, c'est une de nos priorités de la MONUSCO. Et j'ai promis au abbé Malou Malou, au président de la CENI, qu'on est derrière le projet des élections, qu'on soutient la CENI avec tout ce que nous avons. Nous sommes en train de restructurer maintenant notre mission. Il faut avoir le financement des élections, c'est quelque chose qui est très important. La CENI plaide pour le financement en vue d'accélérer les choses et réaliser petit à petit le programme établi du processus électoral 2013-2016. Kampala, comment on pourrait atterrir pour mettre fin à ce processus qui a duré longtemps à Kampala et qui est un maillon important dans la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Une seule chose bloque la machine. Il s'agit de Kampala, mais les efforts sont déployés pour une fluidité du programme arrêté. Qu'il faut conclure Kampala. La victoire militaire est une chose, c'est très bien et je vous félicite. Je félicite le FRDC pour la victoire militaire, mais le problème de M23 ne disparaît pas. Il faut conclure le processus de Kampala. Le Conseil de sécurité a dit qu'il faut conclure avec un texte final compréhensif qui est concerté. Et je crois c'est ce qu'on doit faire. Je suis très confiant que aussi on va aller ce chemin. Le processus électoral doit se poursuivre pour parachever ce qui n'a pas été accompli autrefois, c'est-à-dire les élections locales, municipales, urbaines, provinciales, etc., etc. D'autre part, le président de la République, Joseph Kabila, a signé hier samedi une ordonnance portant création, organisation et fonctionnement du Comité national de suivi de recommandations de concertation nationale. Ce comité est placé sous le même présidium que le concertation nationale et comprendra en son sein un secrétariat technique et une plénière. Justement, la société civile qui, elle aussi, a participé à ces forums nationaux, a organisé durant 3 jours un atelier d'évaluation de sa participation. La rencontre a eu lieu au siège de la plateforme Agir pour des élections libres et transparentes à État sur la 3e rue à Limité. C'est un reportage de Alain Kiuka et Josène Belebele. Contribuer à la requalification du climat politique et à la consolidation de la démocratie et la paix en RDC, c'est l'objectif de cet atelier organisé par quelques réseaux de la société civile. Au cours de cette rencontre, les participants ont pu évaluer la participation de la société civile aux concertations nationales. Ceci en vue de dégager certaines options et formuler des orientations pour que les recommandations issues des concertations nationales ne restent pas lettres mortes. La société civile est multisectorielle, multidisciplinaire. Et c'est pourquoi nous avons fait appel à tous les groupes
qui ont participé aux concertations nationales et ceux qui n'avaient pas participé, nous qui les avons mandatés de faire l'évaluation. Et de cette évaluation, nous venons de dégager les recommandations prioritaires qui nous concernent, nous, sociétés civiles. Chaque branche ou chaque thématique en ce qui nous concerne, pour que nous puissions pouvoir faire maintenant un timing, un plan d'action pour qu'on puisse réaliser ces résolutions sur terrain. Les membres de la société civile qui ont participé à ces travaux ont donc pu mesurer l'ampleur de la tâche. Car après les concertations nationales, le plus dur reste à faire. En tant que société civile, c'est de nous doter aujourd'hui d'une vision collective, d'une vision partagée pour que demain, notre travail sur le terrain, notre influence en tant que dynamique sociale soit celle de pouvoir relever la vie nationale et de promouvoir la cohésion entre partis, la cohésion entre les institutions et les communautés locales et pourquoi pas la cohésion entre les personnes qui participent au pouvoir. La gestion des ambitions n'est pas d'abord l'objectif de cet atelier. La société civile va se rencontrer pour voir quel est le processus en fait pour la gestion de ces ambitions. Mais ici, c'est question de voir comment nous pouvons nous approprier des recommandations prioritaires énoncées par le président de la République et quelles actions concrètes nous pouvons mener pour pouvoir le matérialiser. Ces acteurs de la société civile, après avoir approfondi les recommandations sectorielles des concertations nationales et les orientations dégagées par le président de la République, envisagent de produire un cahier de charges contenant leurs propositions concernant les actions concrètes à mener dans l'avenir. Les négociations des Kampala piétinent. Nous sommes déjà dans notre page rétrospective. Pour certains acteurs politiques congolais, c'est pour parler de la capitale ougandaise ne se justifie plus après la victoire militaire de forces armées de la République démocratique du Congo sur le M23. C'est le cas du député national Emery Okunji qui a été interrogé par Eric Izami et Blaise Lunda. C'était donc le lundi. Donné pour être signé lundi 11 novembre 2013, l'accord de Kampala ou déclaration des Kampala bouleverse quelque peu les acteurs politiques. Les raisons sont évidentes et plus rien n'est à discuter avec le M23. Voilà que les FARDC ont mis leurs forces, ont mis tout ce qu'il fallait mettre en œuvre pour les déloger. Une force négative qui occupait une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Pour Emery Okunji, député national du FONUS opposition, signer un quelconque papier avec le M23 n'aura pas de sens. Et ça sera une première dans l'histoire du monde. On impose à un gouvernement de la République, à une République démocratique du Congo, qui a chassé de son territoire national, mon cher ami, attendons voir le contenu de cet accord. À Kampala ou ailleurs, le chef de l'État Joseph Kabila avait affirmé devant les élus députés nationaux et sénateurs réunis en congrès le 23 octobre 2013 que rien ne pourra être occulté pour apporter la paix durable en RDC. Le voici, l'immeuble de rangeurs du quartier Bon Marché. Il a tellement dérangé la vie de ce voisin que ceux-ci ont vu venir lundi 11 novembre 2013 les experts de génie militaire pour entamer sa destruction avec méthode. Pour éviter l'embrasement de tous les quartiers, on a préféré procéder par la destruction progressive. Donc dans un premier temps, nous allons stabiliser. La stabilisation. Donc, niveau par niveau. Ce génie de FARDC dresse des tentes et durant une semaine, ils vont apporter la quiétude souhaitée depuis aujourd'hui plus de 2 semaines. Procéder par mettre les vérins pour soutenir les murs. Et ensuite, dès que nous avons la stabilisation, on va procéder par la destruction progressive. Et nous avons opté pour l'option de la destruction progressive pour avoir moins de dégâts possibles. Autant cet immeuble de rangeurs a fait barricader la route Flambeau, autant sa destruction va libérer les quartiers Bon Marché de la psychose et la commune de Barumbu sera en paix. Le mardi 12 novembre, la position du gouvernement ne se fait pas attendre en ce qui concerne le pourparler des Kampala. La
La signature de la déclaration de Kampala n'a plus eu lieu lundi 11 novembre comme annoncé. Ces textes est censé marquer la fin de pourparlers entre le gouvernement congolais et le M23. Le point de désaccord, c'est l'intitulé du document, accord ou simple déclaration. Pour la délégation du gouvernement de la RDC conduite par Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères, il ne s'agit pas seulement d'un simple intitulé ou d'une question de terminologie, mais bien plus, la forme du document doit laisser transparaître d'une manière comme d'une autre la défaite militaire du M23. Kinshasa ne joue donc plus jeu égal avec ce mouvement rebelle qui a déposé les armes. La réalité du terrain a changé la donne, d'où la signature d'une simple déclaration et non pas d'un accord de paix tel que souhaitent les M23. Il y a tout de même eu des avancées sur le fond du document. Les 11 articles de la déclaration ont été approuvés par les deux parties. Pour ce qui est de l'amnistie, elle ne concerne pas ceux qui ont commis des crimes de guerre, des génocides, des crimes contre l'humanité. C'est clair que Sultani Makenga et tous ceux qui sont sous régime des sanctions des Nations Unies n'en seront pas bénéficiaires. Il y a aussi été convenu dans le projet des déclarations que les éléments des armées du M23 devraient être cantonnés dans les zones autres que les frontières entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Mais il y a un fait qu'il faudrait relever. L'Ouganda prétend avoir désarmé plus de 1700 ex-rebelles du M23 alors que des sources parlent d'environ 300 rebelles qui avaient traversé la frontière de ce pays voisin de la République démocratique du Congo. Quoi qu'il en soit, Kinshasa, fort de sa victoire militaire sur le M23, va se confirmer davantage comme un État souverain et respectueux des droits de l'homme. La déclaration de Kampala sera incontestablement l'intitulé du texte qui sera signé sine die. Accord de paix entre le gouvernement de la RDC et la rébellion du M23 convenu le 11 novembre n'a pas été signé et aucune nouvelle date n'est fixée. Pourtant, jusqu'au dernier moment, tout semblait être déjà écrit. Mais qu'est-ce qui était à la base de ce couac diplomatico-politique à Entebbe? Accord de paix, Kinshasa souhaitait signer une déclaration signifiant la réédition du mouvement armé. Voilà pour la version officielle donnée par le facilitateur Lugande Kripsus Kiyonga. Mais dans la balance, le sort des ex-rebelles a également pesé dans les reports des signatures. Kinshasa voulait voir les principaux chefs militaires du M23 jugés au Congo pour crimes commis. Mais pour le moment, l'Ouganda, qui abrite ses commandants militaires M23, Sultani Makenga, a fait connaître son refus de livrer ses rebelles. Concernant la mutation du M23 en parti politique, la délégation gouvernementale semble également avoir fait marche arrière. Désormais, Kinshasa ne souhaite pas voir ces mouvements intégrer l'échiquier politique congolais. Raison évoquée, le M23 n'est pas un parti politique agréé par les autorités congolaises. Raison moins avouable, les autres partis politiques qui tentent de séduire Joseph Kabila Kabange pour intégrer son gouvernement de cohésion nationale verraient l'arrivée du M23 à Kinshasa d'un très mauvais œil. Il n'y a donc pas vraie surprise dans cet échec de Kampala. Sans date fixe pour un nouveau rendez-vous, la balle est désormais dans les camps ougandais et rwandais. Kampala et Kigali doivent régler la difficile équation du sort des chefs militaires du M23. Avant de revenir sur la position exacte du gouvernement par le biais de son porte-parole Lambert Mende, suivant le forum Africa Business que Africa Mujinga nous a proposé le mercredi. Forum Africa Business du 1er au 4 avril 2014 à Charleroi, en région wallonne, en Belgique. C'est l'événement qu'a annoncé Jacques Delaunoy, président du groupe Delaunoy SA. Est un marché extrêmement important et où le savoir-faire belge qui est reconnu dans le territoire doit être exploité et de la manière la plus, je dirais, la plus Quatre secteurs ont été choisis pour cette première édition. La grande construction, l'agroalimentaire, l'énergie avec l'environnement et le bois, ainsi que le transport avec son lot de mobilité et logistique. Pour Jacques Delaunoy, cette rencontre d'affaires avec une quinzaine de pays d'Afrique, dont le Congo-Brazza comme coparrain, doit être une promotion de la qualité. Louise Ramazani, consul général de la RDC à Anvers en Belgique, a affirmé que le Forum Africa Business est une opportunité offerte aux opérateurs économiques belges pour investir en Afrique et en RDC. Jérôme Sekana, représentant en RDC d'Africa Eyes, va faire le suivi des préparatifs du Forum Africa Business dans toutes les provinces.
Et puis le jeudi, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, est passé au créneau pour donner la position exacte de la RDC concernant la signature du document final à Kampala. L'objet de ces points de presse, c'est aussi la signature de l'accord entre la RDC et la République fédérale d'Allemagne. Nous ne considérons pas les raisons qui nous ont poussés à refuser cette signature comme étant des raisons liées au contenant. Pas du tout. C'est quelque chose de fondamental. C'est substantiel. Lorsque nous disons qu'il est hors de question que nous donnions un statut légitime à une force négative en signant avec elle un accord. C'est quelque chose de fondamental. Ça n'a rien à voir avec un titre. Non. Quelle est la nature de cet engagement que nous prenons? Et quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que cet engagement produit en termes de droits, en termes d'obligations pour chacun des signataires? Nous n'avons pas voulu qu'un titre comme celui-là, accord de paix, puisse transformer une force négative que nous devons éradiquer en une structure banale qui va être sujette de droit, avec laquelle il va falloir traiter et créer dans les esprits des Congolais l'idée qu'on peut tuer, on peut violer, on peut extorquer sans conséquence. Il faut une ligne rouge. C'est celle-là que nous voulons tracer. L'Ouganda dit avoir reçu 1700 éléments du M23. Nous en doutons. Nous en doutons parce que rien ne nous permet de penser que sur les 300 à 400 éléments qui restaient actifs sur les 3 montagnes de Tchanzuru, Nyoni et Mbuzi, qu'il y ait eu une démultiplication, qu'il y en ait 400 au Rwanda et 1700 en Ouganda. Nous en doutons, nous voulons vérifier les choses, nous les vérifierons, puisque personne ne les remettra de force en République démocratique du Congo, sauf à vouloir faire la guerre à la RDC, nous verrons bien. La signature du procès-verbal des 3e consultations intergouvernementales germano-congolaises ont sanctionné ces travaux. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Célestin Tunda, et l'ambassadeur d'Allemagne, Dr Wolfgang Manning, ont signé 3 accords de coopération de 140 millions d'euros. Ce sont ensemble un montant de 140 millions d'euros. De la domaine de coopération financière, de domaine de coopération technique. Et ces montants, c'est les années 2010 et 2012, mais c'est nécessaire de le signer aujourd'hui pour ouvrir la nouvelle période de notre coopération. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Célestin Tunda, a circonscrit le sens de ces travaux. Nous avons recommandé à la partie congolaise de prendre des mesures idoines pour améliorer l'appropriation et la durabilité des interventions allemandes en République démocratique du Congo. Bien avant dans la matinée, il est revenu au vice-ministre Célestin Tunda de lancer les travaux pour cette journée du 13 novembre 2013. Il s'agissait de la paix et stabilité, l'environnement et protection des aires protégées, l'énergie, eau et assainissement, microfinance, mines et santé. La délégation allemande, conduite par Vera Rosendahl, haut fonctionnaire au ministère de la coopération économique et du développement à Berlin, a eu le 12 novembre 2013 des séances de travail avec les experts du ministère de l'Environnement. Les pourparlers de Kampala, nous en parlons encore, mais sachez aussi que la semaine qui s'achève a été marquée par la célébration de la Journée internationale de diabète. Suivez. Après les rendez-vous manqués d'Entebbe en Ouganda pour la signature par Kinshasa LM23 du document final de la facilitation ougandaise, c'est à une succession rapide des événements qu'on assiste.
C'est le porte-parole du gouvernement qui a jeté le pavé dans la mare, accusant la facilitation ougandaise d'être à la base de l'échec de la signature du document qui devait sanctionner la fin des pourparlers de Kampala. Lambert Mende Omalanga a expliqué qu'il était entendu clairement que le contenu du dit document ne devait pas être un accord, exprimant ainsi l'étonnement de la partie gouvernementale de ne pas voir la facilitation prendre en compte l'évolution de la situation sur le plan militaire. Ensuite est venu le tour de l'ONU qui en a appelé au désarmement et à la démobilisation du M23 dans sa déclaration du 14 novembre 2013. Un bémol tout de même dans la dite déclaration. Les Nations Unies ne s'immiscent pas dans la guerre sémantique oppose les deux parties en demandant un texte final qui prévoit le désarmement du M23 et la poursuite des auteurs des violations des droits de l'homme. Dans la foulée, comme un boulet de canon dans une forteresse de paix, cette fois-ci c'est Kamba Sungeve, secrétaire permanent du M23 qui fait diversion et accepte la proposition gouvernementale de signer une déclaration de paix pour soit dit donner la chance à la paix. À la lumière de toutes les déclarations, on est loin des sorties de l'ornière. Face aux exigences des rebelles qui s'appuient sur les questions de FDLR, de la Minici, sans oublier la protection des Tutsis congolais, Kinshasa met dans la balance leur sort. Pas question d'intégration militaire et politique. Bref, poussé par son opinion publique, Kinshasa réclame la dissolution du mouvement rebelle en vertu de sa victoire militaire sur le terrain. D'où la nécessité d'une déclaration de reddition des éléments de Sultani Makenga. Quant à la communauté internationale, elle tient mordicus à sa position. Au lieu de constater le changement d'équilibre des forces sur le terrain, elle s'évertue à prêcher la solution politique sans pour autant en tracer clairement le contour. Face à cette impasse politico-diplomatique, il n'y a donc pas vraie surprise dans cet échec de Kampala. Sans date fixe, pour un nouveau rendez-vous des signatures, la balle se trouve dans les camps des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et de la communauté internationale qui peuvent donner une nouvelle chance à la paix dans la sous-région. Avec la réélection du président Obama en 2012, la diplomatie américaine a connu un changement à sa tête. John Kerry à la place de Hillary Clinton comme secrétaire d'État, David Gilmour à la place de Johnny Carson aux affaires africaines. Ce dernier a été reçu ce jeudi 14 novembre par le Premier ministre. Je suis très heureux d'être ici. C'est ma première fois de visiter la République démocratique du Congo. Pour moi, c'était un plaisir de rencontrer le Premier ministre avec qui nous avons discuté de plusieurs questions, y compris les rapports, les relations entre les USA et la RDC, et naturellement avec le développement aussi dans la partie orientale du pays. Première visite de Gilmour en RDC, ainsi une nouvelle étape des relations entre la RDC et les USA après la victoire des FARDC sur le M23. Le diabète est un problème de santé publique. En République démocratique du Congo, cette pathologie à multiples facettes touche une couche importante de la population. Dans notre pays, on compte environ 1 million de diabétiques, dont 200 000 se trouvent à Kinshasa. Plusieurs exposés ont été faits pour expliquer à l'assistance majoritairement composée des diabétiques comment prévenir la maladie et comment se prendre en charge au cas où l'on est frappé. Une occasion de l'éclaircir sur les types de diabète. Nous avons dit que le diabète est dans le type 1, il est une pathologie auto-immune. C'est-à-dire l'individu produit des anticorps qui détruisent son pancréas, lequel pancréas ne sait plus produire l'insuline utile pour baisser le taux de glycémie. Dans le type 2, par contre, le taux d'insuline peut être bon, mais il y a d'autres facteurs extérieurs qui empêchent la bonne utilisation de cette insuline. En RDC et particulièrement à Kinshasa, la prise en charge est organisée de manière à faciliter aux diabétiques l'accès aux soins et au suivi. Nous avons installé un système de centres de santé dans chaque commune. Dans chaque commune, ou 2 ou 3, dans des grandes distances ont été diminuées. Les patients prennent les soins près de chez eux. Alors ces centres constituent un réseau de prise en charge de ces diabètes. Les contrôles glycémiques est la pierre angulaire dans la prévention du diabète à côté du traitement de l'hypertension, du contrôle du régime alimentaire et du poids et de l'observance des règles d'hygiène. C'est à cela qu'ont été invités les diabétiques à l'issue de la séance d'échange.
Et nous ouvrons la page sportive avec les nouvelles de basketball pour vous dire que les torchons brûlent entre le ministère du Sport et la Fédération des basketball du Congo. Raison, c'est les refus du patron du sport congolais de délivrer l'ordre d'émission aux 2 équipes congolaises qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations, club champion des basketball. Des plus amples détails dans ses commentaires de Papi Katassi. Les sports congolais n'arrivent pas jusque-là à chasser le vieux démon qui hante son éclosion. L'arrêté pris par le ministre des Sports, Baudouin Banzamukala Sungu, suspendant quelques fédérations sportives, fait de nouveau parler de lui. Très critiqué par les observateurs du mouvement sportif, cet arrêté est au centre de la confusion qui règne entre le ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi que la Fédération de basketball du Congo. À titre de rappel, cette dernière, sous l'égide de la FIBA Afrique, a organisé un championnat de la sous-région qui a vu la RDC qualifier 2 formations quinoises, Arc-en-Ciel et INSS. Oubliant sa décision, le ministre des Sports ainsi que son secrétaire général ont rehaussé de leur présence lors de la cérémonie d'ouverture et de clôture. Les patrons du sport congolais a pu personnellement remettre les trophées. Ça s'appelle tout simplement donner son quitus. À la veille de la compétition prévue du 22 novembre au 1er décembre à Meknes, au Maroc, les officiers de la FEBACO sont allés voir le ministre des Sports pour une autorisation de sortie. Ces derniers, se conformant à son arrêté du 2 octobre dernier, refusent tout simplement de leur délivrer l'ordre d'émission. Après une très longue période de préparation sans moyens de l'État, la FEBACO ainsi que les 2 clubs engagés en compétition africaine réclament justice. Le FIBA ne pourra pas comprendre que nous, Fédération de basketball du Congo, ayant organisé les éliminatoires ici à Kinshasa, les éliminatoires qui étaient qualificatifs pour la phase finale, que nous ne participons pas à cette phase finale. C'est quelque chose que FIBA ne pourra pas comprendre et les pénalités qui s'en suivront seront très élevées. Ça c'est 1. De 2. Même l'opinion publique ne pourra pas comprendre que, bien qu'il y ait eu des faits qui ont amené le ministre à prendre la mesure que nous décrions à ce jour, que le même ministre ait participé à l'organisation, à l'organisation, c'est-à-dire à la première journée ainsi qu'à la phase finale, en remettant même le couple, et que ces équipes-là pour lesquelles il remettait le couple, tout en sachant qu'ils étaient qualifiés pour la phase finale, ne puissent pas participer à cette phase finale. Désabusés, désarçonnés, désaxés, après un long moment d'intense effort, les athlètes, principales victimes, n'osiez que pour pleurer. À la lumière des événements, il y a lieu de poser un certain nombre de questions. Pourquoi le ministre a rehaussé de sa présence dans cette compétition, tout en sachant qu'aussitôt qualifiées ces équipes devraient sortir pour représenter la nation? À la lumière des événements, il y a lieu de poser un certain nombre de questions. Pourquoi le ministre a rehaussé de sa présence dans cette compétition, tout en sachant qu'aussitôt qualifiées ces équipes devraient sortir pour représenter la nation RD congolaise? Est-ce que la sanction prise à l'endroit des fédérations sportives était proportionnelle à l'acte commis? Face à cette situation qui complique l'avenir de la balle au panier et qui expose la RDC à des sanctions, un arbitrage du Premier ministre est exigé pour tirer au clair cette affaire. Au plus tôt, serait le mieux. Plus de 150 élèves venus de 5 écoles de la Tchongou ont pris part à la campagne de sensibilisation des techniques de base de la balle au filet. Cette session de formation de volleyball de l'RDC fait vocaux ce samedi 16 novembre au terrain Sainte-Thérèse de la commune d'Ndjili a connu un engouement sans précédent. Les plus heureux sont les cadres techniques de la FEVOCO. D'abord, c'était dans un premier temps assez difficile parce qu'ils étaient très nombreux et que l'effectif était réduit en termes de cadres techniques. Mais après, on a su s'adapter au nombre et donner juste ce qu'il faut. Car il ne faut pas oublier qu'au niveau des enfants, il n'y a pas d'exigence technique à faire. Ça a été au début difficile, mais avec le temps, je me suis habitué et ça passait. Les élèves qui ont pour la plupart touché la première à la petite balle jaune n'ont pas caché leur sentiment de joie. J'ai aimé la journée, c'était très bien, on a joué, bon, c'était tellement bien. Moi, je le trouvais fantastique, c'est bien passé, on a joué, c'est bien, on a joué les volets, on a appris comment jouer, c'est bien vraiment passé. Ça m'a fait bien, je jouais vraiment à l'aise, comment on joue toujours. Ça m'a fait vraiment du bien.
Donc, c'était pour moi très bien passé. Je ne savais pas comment jouer le volleyball, mais ici, on m'a appris comment faire le volleyball. Ça m'a vraiment fait très bien. Quelques matériels de volleyball ont été remis aux 5 écoles qui ont participé à cette campagne de l'initiation au volley. Après la Tchangou, le regard de la FEFOCO sont tournés vers d'autres districts et communes de Kinshasa. Et nous allons clôturer ce journal avec ces communiqués de la SAA. Bonne nouvelle pour les voyageurs. South Africa Airways vous informe désormais de ces 10 décembre 2 vols supplémentaires tous les mardis et samedis la nuit à partir de Kinshasa vers la destination de votre choix et ce partout dans le monde. SAA est donc disposé à vous servir et vous offrir sécurité, confort et bonne humeur. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter votre agence de voyage habituelle ou le bureau des SAA 6 avenue Ngongolutete numéro 6147 sur le boulevard du 30 juin à Gombe pour SAA. C'est donc la fin de ce journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Le prochain c'est demain à partir de 7h. Portez-vous bien et très bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir.